Bonjour à tous. Ce soir, Tambour battant est consacré à l'économie inclusive au service de tous. Notre premier invité que nous recevons avec Patrick Tudoret est Jean-Christophe Lauger. Jean-Christophe Lauger est vice-président Nature et Développement durable chez Danone. Alors on va revenir bien sûr à cette définition de votre responsabilité, mais moi ce qui m'intéresse c'est que vous avez une formation en droit social, que vous êtes chez Danone depuis 1998, que vous avez été responsable aux relations humaines, vous avez été en Russie, donc vous avez pas mal circulé. Vous avez constaté que les Russes, j'ai trouvé ça intéressant à propos de votre biographie, ne faisaient pas grand-chose en dehors de leur travail, en dehors de leur boulot. Ils étaient tellement pris par leur boulot que le reste, les loisirs, il n'y avait pas grand-chose de constructif. On va y revenir parce que ça va nous servir pour parler de l'économie inclusive. Et puis, vous avez fait du partenariat avec des ONG, avec des orphelinats par exemple. Et puis, vous animez un fonds Danone pour l'écosystème. On donnera des exemples de ce fonds Danone qui sert au fond à financer des initiatives qui permettent d'inclure des gens venus de milieux sociaux extrêmement différents, de mondes sociaux différents. Alors ça me permet de dire ce que c'est que la croissance inclusive. La croissance économique est dite inclusive lorsqu'elle crée des opportunités pour tous les segments de la population et lorsque les bénéfices de la croissance sont redistribués de manière équitable au sein de la société. Mais pas seulement au sein de la société qui travaille, au sein de la société et pour les gens qui sont à l'extérieur de la société. Alors est-ce que j'ai bien compris, Jean-Christophe Lauger, est-ce que c'est ça la définition ? Oui, alors il n'y a pas de définition canonique de la croissance inclusive. Elle est en train de se construire. On pourrait peut-être ajouter un élément à cette croissance inclusive qui est le non monétaire. Il ne s'agit pas uniquement de redistribuer des richesses monétaires, il s'agit aussi de créer des richesses non monétaires. Et je veux prendre pour exemple toute la question environnementale, tout ce qui est autour du bien-être et du développement des personnes qui, dans un certain nombre de cas, ne s'attachent pas forcément à de l'argent. C'est ça, c'est-à-dire que l'économie inclusive n'est pas seulement une question d'argent, hein, que l'on soit clair pour nos téléspectateurs, mais n'est pas non plus une œuvre caritative. Hein, c'est en fait à la croisée des chemins entre l'entreprise et le souci d'une plus grande équité sociale, mais aussi environnementale, il ne faut pas l'oublier, on va insister sur cet aspect, dans l'optique d'une réduction de la pauvreté. Oui, parce qu'il n'en reste pas moins que même s'il y a d'autres aspects que la partie monétaire, l'enjeu est bien la réduction de la pauvreté et des inégalités. Alors Jean-Christophe Lauger, vous savez que le prix Nobel d'économie, Jean Tirole, avait fait cette réflexion à propos de l'économie de marché qui a retenu toute mon attention. Il disait « L'économie de marché n'a remporté qu'une victoire en demi-teinte, parce qu'elle n'a gagné ni les cœurs ni les esprits. » Est-ce qu'avec Jean-Christophe Lauger et l'économie inclusive, vous pensez que vous allez gagner les cœurs et les esprits ? Alors, il faut quand même modérer ce propos en disant qu'aujourd'hui, il y a une réduction de la pauvreté. Et l'ensemble des acteurs reconnaissent cette réduction de la pauvreté. À l'échelle de la planète, il y a une réduction qui est mesurable. Par contre, on voit se creuser les inégalités, hein, les écarts de revenus. Ce que je retiens de cette phrase et que j'aime dans cette phrase, c'est que, et d'ailleurs ça rejoint le propos qu'on avait en introduction, il n'y a pas que des enjeux financiers. Et toute la question du développement du bien-être, qui est souvent, on peut dire, en tension avec la notion de croissance économique, qui ne reconnaît pas ce bien-être. Peut-être qu'en redéfinissant l'économie avec une vocation différente, plus complète, plus holistique, comme on dit, on se retrouvera avec une économie au service des cœurs, en tous les cas qui réjouira l'humain plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Jean-Christophe Lauger, je suppose que vous savez que 91% des Français veulent des entreprises plus respectueuses de l'humain. Ça signifie quand même que vous avez du pain sur la planche. Ouais. Parce que c'est bien de parler d'économie inclusive. La question qui se pose, c'est 74% des Français, de la même façon, voudraient des entreprises qui participent au bien commun. Oui. Donc, ce que vous donnez comme objectif, vous avez tous les Français derrière vous, enfin l'immense majorité des Français derrière vous. Mais concrètement, quel est l'écart entre ces objectifs et la réalité ? Alors, c'est bon de savoir qu'on est soutenu, mais il faut déjà relever une petite contradiction, c'est que même s'il y a cette volonté de voir l'entreprise prendre des positions plus responsables ou être responsable, comme on dit, il n'y a pas forcément chez le consommateur des actes très cohérents. Pour être plus responsable, une entreprise doit être reconnue.
Et lorsqu'elle essaye de créer une valeur plus complète que la pure valeur financière, et notamment aussi la valeur du coût du produit par rapport à sa qualité, elle n'est pas toujours connue. Donc le consommateur qui déclare qu'il veut avoir des entreprises plus responsables, qui veut avoir le choix d'ailleurs sur des produits plus responsables, ne traduit pas ça forcément en acte d'achat. Donc ça, c'est un point qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on voit des labels apparaître partout, on essaye de conduire ces actes d'achat vers des pratiques plus vertueuses, mais en attendant, même si on déclare vouloir faire, on ne fait pas forcément. Jean-Christophe Laugier, vous êtes en train de me dire que ça ne va pas rapporter à Danone d'avoir un vice-président nature et développement durable, que c'est bien gentil, que c'est dans les intentions de tous les Français, mais que ça ne rapporte rien à Danone. Alors, j'ai bien compris? Non, parce que je pense qu'il y a d'autres aspects que la partie croissance de notre chiffre d'affaires, mais c'est aussi bon d'être soutenu dans des démarches vertueuses. Et aujourd'hui, je pense que ça peut rapporter à Danone, qui ensuite doit s'assurer de la bonne redistribution de cette richesse. Et ça, c'est important. La finalité de l'entreprise aujourd'hui n'est pas uniquement le profit. Le profit n'est pas une fin en soi. Il y a un projet entrepreneurial chez Danone qui est totalement assumé. Le projet économique et social. Le projet économique dont et social. Emmanuel Faber est venu parler sur ce plateau d'ailleurs il y a quelques années. Absolument. Il l'a rappelé d'ailleurs au CGF en disant que... Qu'est-ce que c'est, CGF ? Pardon, le Consumer Good Forum, qui est une instance qui regroupe différentes entreprises, mais pas uniquement des entreprises, de l'agroalimentaire. Et je voudrais le citer parce qu'il dit en 2017 « La finalité ultime de l'économie de marché ne peut être autre que la justice sociale ». C'est une prise de position très forte. Et on peut s'interroger pourquoi il dit ça en tant que chef d'entreprise. Et je peux apporter quelques éléments de réponse. Alors justement, on va en trouver quelques-uns avec une idée qui est dans l'économie inclusive, qui est de ne pas ignorer les ressources et les talents des gens qui sont autour de l'entreprise ou dans l'entreprise. Les talents de ceux qui sont dans l'entreprise et les ressources que peuvent amener éventuellement d'autres. Si j'ai bien compris. Absolument. Alors, cette économie inclusive, au départ, on peut la regarder sur ses propres ressources, comme on dit, humaines, même si je ne suis pas forcément un grand fan de ce terme ressources humaines. Pourtant, vous avez joué un rôle dans un département de ressources humaines. Mais peut-être plus dans le développement des talents et dans l'expression, effectivement. Le terme ressources humaines est un terme, on pourrait débattre, mais ce n'est peut-être pas l'objet. Mais je pense que l'objectif, en tous les cas, d'un DRH, comme on dit, est de développer des talents et des organisations et faire en sorte qu'il y ait un épanouissement personnel et collectif. Et c'est vrai que ce terme ressources ne reflète pas forcément ce point de développement. Mais au-delà de ça, l'économie inclusive, elle prend acte d'un certain nombre d'acteurs qui sont autour de votre entreprise, connectés à votre entreprise et qui permettent la création de valeur. Chez Danone, on dit toujours, on est tellement interdépendant avec la nature et avec les acteurs qui travaillent au sein de cette nature qu'on ne doit pas uniquement s'occuper des salariés de Danone, mais aussi des personnes qui contribuent chaque jour à l'activité de l'entreprise. Et ça, c'est une vision... Donc les paysans qui soignent les vaches qui vont donner le lait. Absolument. Bien sûr. Bon. Absolument. Alors justement, ça c'est un exemple concret. J'aimerais que vous en donniez un autre. C'est-à-dire un exemple qui pour vous est significatif, symbolique, et qui est susceptible de nous faire réfléchir sur une économie inclusive. C'est-à-dire un exemple qui permette d'une part de développer les talents à l'intérieur, et d'autre part de développer les liens avec le monde extérieur. Alors, je vais vous montrer jusqu'où ça peut aller, mais vous avez quand même cité les agriculteurs, les paysans, et ça, c'est un point capital pour nous. Il y a près de 500 millions de paysans aujourd'hui qui produisent 70% des matières premières, et chez Danone, nous avons une relation directe avec les agriculteurs, parce que nous collectons chaque jour du lait frais auprès de ces agriculteurs, donc on pourra en reparler si vous voulez. Mais pour vous montrer jusqu'où va l'économie inclusive, nous avons notamment monté des partenariats avec les chiffonniers. Ces gens que vous voyez partout dans la rue, dans les pays en voie de développement tout particulièrement, et qui collectent les déchets, dans une économie très informelle. Eh bien, ces acteurs-là font partie aujourd'hui de l'écosystème de Danone, parce que nous avons une partie de notre packaging qui vient de matières recyclées. Et c'est notre responsabilité que d'aider à faire en sorte que ces gens qui ne collectent pas aujourd'hui, enfin qui ne sont pas rémunérés à la hauteur du service qu'ils rendent à l'entreprise et même à la planète, eh bien, soient renforcés. Et nous avons des programmes dans le monde entier, au Mexique, en Indonésie, en Argentine, au Ghana, avec ces chiffonniers, des communautés qui sont
très éloigné de l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire, nous avons des programmes? Qu'est-ce que ça veut dire, un programme? Ça veut dire tout simplement que, déjà, on ne les fait pas seuls, ces programmes, parce qu'il faut comprendre qu'une entreprise peut être assez éloignée de ces communautés-là, qui sont des communautés, comme je le disais, qui sont exclues. Et dans le terme inclusion et inclusivité, il y a la volonté d'aller chercher des personnes en exclusion. Donc on le fait avec des partenaires, les ONG. Hein. Donc les ONG sont des intermédiaires entre ces chiffonniers et vous? Non, on co-crée. Ce n'est pas des intermédiaires. L'ONG apporte une relation avec ces chiffonniers qu'elle connaît bien, et elle apporte ce qu'on appelle la dimension connexion sociale, mais on est tout le temps ensemble, l'entreprise et l'ONG et même les chiffonniers, pour co-construire des projets ensemble. Alors je vais vous prendre un exemple. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous aidons, je prends l'exemple du Brésil, ces chiffonniers à s'organiser en coopératives de tri. Vous savez, en France, on a ces petites coopératives municipales, ce ne sont pas des coopératives, ce sont des centres de collecte. Eh bien, au Brésil, nous avons aidé 62 unités de tri à s'organiser en mode coopératif. On a investi sur le bâtiment et dans les petites villes ou les quartiers où elles opèrent, elles ont maintenant une relation formelle, reconnue, soutenue par les autorités locales et sur laquelle Danone a mis de l'argent pour les aider à construire ces bâtiments, à améliorer leurs conditions de travail. Attendez, je tilte à une question. Oui. On a mis de l'argent sur les bâtiments, oui. Pas d'argent sur les gens, qui travaillent. Alors ça veut dire quoi? Attendez, ça veut dire quoi? Un salaire ou un ersatz de salaire? Alors, c'est un salaire pourquoi? Parce qu'au final, en les aidant à mieux s'organiser, on les aide à mieux valoriser leur travail. C'est-à-dire qu'en investissant sur le bâtiment, sur les petites lignes de tri, sur les chariots qui leur permettent d'accéder à la matière première, enfin, en tout cas au packaging, eh bien, on augmente leur rémunération. On a multiplié par 2,5 le revenu de ces chiffonniers parce qu'on a travaillé sur l'efficacité de leur acte de collecte et de tri. Et ensuite, l'objectif a été d'unifier ces 62 sites de tri en une grande coopérative qui va créer de la massification de ces matières. Plus ils ont à vendre ensemble, plus ils seront en position de mieux négocier le prix de ce qu'ils collectent. Donc c'est ça un travail aujourd'hui sur l'économie inclusive et qui peut aller très loin puisque ces chiffonniers, vous les voyez, passent toujours. C'est le fonds Danone pour l'écosystème qui finance ce genre d'activité, puisque vous êtes en même temps président du fonds Danone pour l'écosystème. Parce que, je reprends une interview où vous disiez, ça illustre ce qu'on est en train de dire, hein, le vrai grand enjeu d'une bonne gouvernance, c'est d'articuler des relations positives avec son écosystème. D'où l'existence de ce fonds dont vous êtes le directeur général, c'est ça? Alors oui, ce fonds-là, il a vocation à faciliter les partenariats. Nous ne sommes pas les seuls financeurs, ça c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on reconnaît qu'on va travailler en interdépendance entre l'intérêt général et l'intérêt privé, il y a d'autres acteurs qui vont venir. Même les ONG ont décidé de financer nos programmes. Enfin, nos programmes, quand je dis nos programmes qui ne sont pas les programmes de Danone, qui sont des programmes partagés. Donc c'est pour vous montrer qu'ils ont confiance dans la création de la valeur sociale. Vous pouvez me citer des ONG qui ont travaillé avec vous au point de financer les programmes? Oui, bien sûr. Je peux citer la première à l'avoir faite. C'est une ONG qui s'appelle IFER, qui est une ONG américaine qui travaille sur le développement des petits agriculteurs laitiers, mais aussi de l'ensemble des agriculteurs de cheptel, et qui, lorsqu'on a lancé ce programme de connexion avec les tout petits producteurs de lait en Ukraine, les babouchkas, se sont dit, mais c'est une entreprise qui ose remettre en cause un approvisionnement très traditionnel, de très grosses fermes, et qui va tenter quelque chose pour créer une valeur sociale. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de compromis, c'est la qualité des matériaux qu'on collecte. Et le lait en fait partie. Donc le lait doit avoir la qualité qu'il faut. Donc on a dû investir, augmenter le savoir de ces agriculteurs, investir sur des unités de collecte et de refroidissement du lait, et tout ça dans des tensions qui ne sont pas toujours évidentes pour les gens du business, comme on dit. Parce que vous savez, un patron d'unité, de filiale, la complexité, il a du mal. Hein. Ce n'est pas évident pour lui de gérer. C'est une nouvelle forme de complexité. Et donc nous sommes là pour l'aider à gérer cette complexité. Donc, un des aspects de cette économie inclusive, donc à hauteur d'hommes et de femmes, on vient d'évoquer les babouchkas ukrainiennes, c'est le microcrédit. On sait que le microcrédit a été peut-être pas porté sur les fonds baptismaux, mais quand même développé par la Grameen Bank, donc Mohamed Younous,
Vous aviez d'ailleurs, vous avez un partenariat, voilà, prix Nobel, absolument, oui. La paix, et donc vous avez un partenariat depuis longtemps. Et donc c'est ce genre d'initiative, est-ce que ça se développe? Est-ce que vous accompagnez ce développement à travers le monde? Alors oui Patrick, on a effectivement des initiatives où on va financer du microcrédit, mais je tiens à insister sur le fait qu'il y a des situations qui sont tellement difficiles que les gens ne peuvent pas commencer par s'endetter. Et même si le microcrédit est quelque chose de sain, pourquoi? Parce qu'il responsabilise, il vous met en dynamique entrepreneuriale, vous le gérez au niveau d'une communauté. Ce n'est pas caritatif, c'est une responsabilisation. Voilà. Mais il y a des situations où nous devons faire du don, et on fait du don avec le fonds écosystème pour mettre au bon niveau. Ça ne sert à rien d'investir ou de mettre du crédit sur des personnes qui ne sont même pas en capacité de pouvoir le rembourser. Donc c'est une solution. Et je pense qu'elle fonctionne, elle est encouragée par le fonds écosystème. Nous avons une dizaine de programmes où nous avons des fonds de microcrédit, enfin des sommes allouées au microcrédit. Mais il faut aussi admettre que le don peut faire partie de la création d'une dynamique. Il ne peut pas aider au passage à l'échelle, mais il permet de faire en sorte que ces gens arrivent à un niveau minimum qui crée ces mécanismes économiques plus traditionnels viables. Très bien. Vous aimez parler d'une révolution, le mot est fort, hein, une révolution du bon sens. Oui. Et qui va dans le bon sens, si l'on peut jouer sur les mots. Et qui va bien au-delà, dites-vous, des simples politiques de responsabilité sociale et environnementale. Est-ce que ça peut aller, vous pensez, vers une vraie évolution du système qui envisagerait, y compris sur un plan comptable, par exemple, de mesurer un certain nombre de choses et qui sont plus d'une nature sociale et humaine et qui pourraient entrer dans une comptabilité de l'entreprise? Alors, déjà, quand j'utilise, moi, ce terme révolution du bon sens, je pense que c'est déjà une position entrepreneuriale, qui est celle de reconnaître que nous ne pouvons pas croître dans un système qui crée autant de tensions sociales et environnementales. Une entreprise qui prend conscience de ça, elle agit en bon sens. Pourquoi? Surtout pour une entreprise qui a des biens de consommation courante, comme on dit. Donc, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'un écosystème en développement. Des gens qui ont un emploi. Pour consommer, il faut avoir un emploi. Donc, on a besoin de création d'une richesse. Il faut créer la richesse avant de la redistribuer, évidemment. Il faut créer la richesse fondamental. Absolument. Donc ce bon sens-là, il est dans une vision très ancrée chez Danone d'entrepreneuriat responsable. Et parce que, finalement, au final, il y a cette interdépendance et qu'on reconnaît que la situation d'intérêt général, eh bien, elle a forcément un impact sur l'intérêt privé. Mais au-delà de ça, quand je parle d'économie du bon sens, oui, parce que finalement, sans avoir une espèce de mélancolie ou regret d'une situation passée, il est clair que nous avons oublié, notamment sur le plan environnemental, des tensions et nous n'avons pas mesuré ce qu'on appelle les externalités, les conséquences d'un certain nombre de mécanismes économiques sur cet environnement. Et donc, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, certaines entreprises font apparaître les crédits carbone au bilan, c'est une évolution qui est quand même quasiment révolution. Elle va dans le bon sens. Il faut donner, en tous les cas, en permettant de reconnaître, de donner une valeur financière à ces externalités, on amène le système financier à une transformation, à une nouvelle responsabilité, à de nouvelles opportunités. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les fonds à impact social ou environnemental représentent près de 100 milliards d'euros qui sont prêts à être investis sur des projets avec des externalités positives. Donc, c'est-à-dire avec des choses qui, traditionnellement, ne sont pas dans la finance. On va dire, voilà, vous allez réduire le carbone, vous allez réduire l'empreinte, l'impact sur l'eau, vous allez préserver la biodiversité. Il y a aussi des fonds à impact social. C'est-à-dire vous allez aider à faire en sorte que des gens qui soient exclus du marché du travail soient remis en selle. Et on a, alors pour le coup, je n'ai cité que des exemples à l'étranger, mais en France, je parlais tout à l'heure des chiffonniers, nous avons une petite initiative qui est très prometteuse avec une entreprise qui s'appelle Lemon Tree, qu'on est en train de transformer en business social, comme on dit, en entrepreneuriat social. Elle s'appelle maintenant Lemonade, où nous aidons des gens très éloignés de l'emploi à découvrir les métiers de l'économie circulaire, c'est-à-dire du recyclage. Et on fait comment? On a mis en place, avec cette entreprise, des machines qui vont collecter la bouteille plastique et on organise toute la collecte de ces bouteilles plastiques avec des emplois en insertion qui vont ensuite faire un premier tri,
afin d'avoir une qualité de plastique recyclé meilleure. Et on aide ces gens-là, il y en a 17 aujourd'hui, qui sont dans ce mécanisme d'insertion et qui vont peut-être trouver, on l'espère en tous les cas, oui. Moi je suis fasciné évidemment par les expériences et les exemples que vous donnez, fasciné par la manière dont Danone conduit sa politique. Et la question que je me pose, c'est puisque vous parlez du système et de l'impact sur le système, des conditions dans lesquelles l'entreprise agit dans une économie qu'elle souhaite inclusive, est-ce que vous arrivez à convaincre vos concurrents, vos proches, d'autres grandes entreprises, ou bien est-ce que vous êtes la seule entreprise sur le marché à poser des problèmes de cette façon? J'ai l'impression, si vous voulez, et pour avoir reçu ici le président de Danone, je trouvais son discours absolument admirable, mais admirable, incriticable y compris par la France insoumise si on veut, enfin bon, incriticable, cependant, ça ne pénètre pas dans la société, personne n'en a conscience. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à convaincre d'autres entreprises, parce que d'autres entreprises ne se lancent pas dans cette économie inclusive, ou parce que le système que vous voudriez voir bouger, c'est un vœu pieux chez vous? Alors, d'abord, non, nous ne sommes pas les seuls. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et je vous parlais tout à l'heure du CGF, le Consumer Good Forum. Il a vocation à réunir des grandes entreprises autour de ces transformations. D'accord ? Et vous avez l'impression qu'elles y croient? Écoutez, je pense qu'il y a des signaux... C'est pas un vernis social. Non, c'est pas un vernis. Il y a d'autres entreprises. Parce qu'il y a d'autres entreprises. Ouais. Moi, je voudrais aussi parler, c'est vrai, et Patrick, merci de l'évoquer, il n'y a pas que les grandes entreprises. Aujourd'hui, vous voyez une myriade de petites entreprises qui ont saisi, visiblement, vous dites, cette tendance chez le consommateur, qui pour moi reste encore ce qu'on appelle des signaux faibles. Ils sont en train de s'accélérer. La croissance du bio, par exemple, est un signe très fort d'autres attentes du consommateur, même si elle peut être guidée dans un premier temps par ce qui est bon pour ma santé. Hein. Mais il y a beaucoup d'acteurs de petites entreprises qui ont pris ce choix. Et je veux citer un mouvement dont vous allez entendre parler de plus en plus, qui s'appelle B Corp, The Benefit Corporation. C'est en anglais, je suis désolé, il n'y a pas de mot français. C'est un mouvement d'entreprises qui aujourd'hui ont décidé de mettre en place des standards qu'elles font évaluer par un organisme extérieur qui va regarder à quel point l'entreprise a mis dans son projet et dans ses pratiques ce dont on est en train de débattre, c'est-à-dire une valeur sociale, une valeur environnementale totalement assumée. Et donc ça, c'est des nouveautés. Hein. Vous avez ces mouvements, ça réunit plus de 3000 entreprises dans le monde et c'est en croissance exponentielle. Question, pourquoi ça ne touche pas l'opinion publique? Les médias que nous sommes, on est là pour ils ont la chance aujourd'hui de vous avoir, mais si vous voulez, aujourd'hui, ils ne sont pas capables de rendre compte de cet événement. À quoi vous attribuez, au fond, ce point obscur de la réalité dans le système médiatique? Je vais vous dire à trois choses. La première, et je vais faire notre mea culpa, commençons par nous, c'est qu'on communique mal. Et je pense qu'il y a un enjeu majeur à bien communiquer. C'est compliqué ces histoires, hein, et il va falloir aussi bien les expliquer en termes de faits, mais aussi en termes effectivement d'histoire. Donc il faut prouver les choses. Et nous avons, j'évoquais des chiffres, on a des rapports pour ça, et on a des mesures d'impact pour ça. Mais il faut les communiquer simplement. Or, la myriade de labels qui apparaît en ce moment, il va falloir prendre un guide pour pouvoir faire ses courses avec un dictionnaire des labels. Donc, bon, il faut communiquer. La seconde, c'est que je pense que nous avons encore des contradictions sur lesquelles un certain nombre de médias aiment surfer, si je puis me permettre. C'est toujours bien, et particulièrement en France, et je remercie l'émission Tambour Battant de prendre le contre-pas de ça, mais de voir ce qui ne marche pas. Mais on communique très peu sur ce qui marche bien. Et je voudrais citer une autre initiative qui s'appelle Spark News, de Christian de Boisredon, qui porte ce qu'on appelle un journalisme positif. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin aussi, pour encourager ces entreprises à transformer, à faire savoir ce qui marche. Nous sommes dans un moment de transformation, et j'en suis convaincu, avec une difficulté de passage à l'échelle de l'ensemble de ces programmes. Ils existent, j'en ai 70 dans le monde. Il y a près de 70 000 personnes qui sont positivement impactées par ces programmes. On a chiffré près de 4 millions de bénéficiaires autour de ces initiatives. Maintenant, elles doivent passer à l'échelle. Mais on peut y revenir si vous le souhaitez. En tous les cas, mieux communiquer, avoir une diminution, et c'est notre responsabilité, des contradictions, des tensions, et faire en sorte que
si, attention, on puisse aussi évoquer ce qui marche bien, aux côtés de ce qui marche moins bien. Je ne dis pas que tout marche bien. Est-ce que vous ne croyez pas qu'au fond, vous devriez réfléchir à l'impact que devraient avoir ces initiatives d'économie inclusive auprès de l'ensemble de la société par médias interposés? C'est-à-dire trouver un concept unique. Vous savez, économie inclusive, quand on m'a dit que vous vous intéressiez à l'économie inclusive, la première question que j'ai posée à Patrick Tudoret, c'était « je ne sais pas ce que c'est ». Donc ça vous donne une idée. Je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais même pas ce que c'était. Donc vous voyez, et je crois qu'on n'est pas, je ne suis pas seul. Dans l'émission, aujourd'hui, il y a des gens qui ne savaient même pas ce que c'était. Bon, alors donc, il y a un problème de communication, vous l'avez dit au début, mais est-ce que vous ne devriez pas centrer au fond, une partie de votre activité sur cette importante divulgation du contenu de votre politique et de votre action d'entreprise? Antoine, je partage complètement cet impératif de pédagogie. Après, il faut se méfier des mots. Hein. Est-ce que c'est une nouvelle mode ou pas? Est-ce qu'on met derrière économie inclusive ce qu'on a mis derrière développement durable? Pour ma part, je ne pense pas, parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en train de définir les indicateurs qui sont liés à cette économie inclusive, dont l'OCDE, hein, et qui traduit ça dans une batterie d'impacts qui sont attendus. Oui, on doit mieux communiquer, mieux expliquer quelle est la valeur créée par une entreprise comme Danone au-delà de sa performance financière. Et ça, on doit le faire d'autant plus, avec beaucoup plus de conviction que nous avons une partie de notre actionnariat qui est un actionnariat dit responsable, qui attend cette création de valeur. Donc, mais je partage. Vous savez, quand j'ai commencé en disant « il faut que le consommateur nous soutienne », oui, c'est important que le consommateur soutienne ces mouvements-là. Je ne vais pas comparer des produits Danone avec un certain nombre de nos concurrents, voire d'autres marques ou des produits de la grande distribution, mais tout s'explique, Antoine. Entre un produit qui coûte 0,2 centimes plus cher qu'un autre, il faut chercher l'explication. Dans un certain nombre de cas, on en vient vite à se dire que l'explication, elle est probablement parce que c'est une grande entreprise, parce qu'elle fait du marketing, parce qu'elle a des rémunérations trop importantes. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est bien qu'il y ait une entreprise qui ait des rémunérations importantes. Et la seconde, c'est que ça va jusque très très loin. Ça va dans la rémunération de nos agriculteurs, ça va dans la rémunération de ces chiffonniers. Donc on a besoin de ce soutien-là. Et donc, à nous de savoir aussi traduire ça dans des choses simples, mais vérifiables. Et moi, j'insiste beaucoup sur le fait que ce ne sont pas uniquement des histoires, ce sont basés sur des mesures d'impact. Et je suis confiant. Je pense que vous allez voir Danone prendre de plus en plus de positions, d'expliquer ces histoires. Il faut l'accueillir, le critiquer au bon niveau, parce qu'on entend des critiques. Mais il faut aussi l'accueillir positivement. Merci Jean-Christophe Loger. Je voudrais rappeler qu'on va vous aider, nous, à Tambour Battant, à continuer à essayer de faire connaître cette économie inclusive, parce que c'est positif et que nous voulons y contribuer. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour votre aide. Merci. L'économie inclusive au service de tous, deuxième partie, sur le grill. Nous avons Jean-Baptiste Defoucauld. Bonsoir, Jean-Baptiste Defoucauld. Vous avez été commissaire au plan, vous êtes le fondateur d'associations spécialisées dans la question de l'emploi, de la lutte contre le chômage et de la solidarité. Vous êtes membre du Conseil national pour l'emploi, vous êtes président de l'Institut des métiers de France Télécom. Enfin, je vais arrêter parce que vous avez tellement de responsabilités que j'en ferai jamais le tour. Vous avez publié un très grand nombre de livres, mais je voudrais d'abord signaler le livre chez Odile Jacob qui s'appelle « L'abondance frugale pour une nouvelle solidarité ». Et puis un livre assez récent, « Peut-on apprivoiser l'argent aujourd'hui ?» En face de vous, colloque de Cerisy. C'est un colloque de Cerisy, donc que vous avez organisé, dirigé. Alors en face de vous, Martin Vanier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'école d'urbanisme de Paris, vous êtes géographe, vous êtes co-auteur de Demain les territoires, capitalisme réticulaire et espace politique chez Hermann. Et on peut penser qu'une des choses essentielles qu'il y a dans votre livre, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, c'est le pouvoir du mot territoire.
Et en fait, cette économie inclusive, elle doit, si j'ai bien compris, vivre du territoire, s'inspirer du territoire et partir du territoire. Alors, c'est la raison pour laquelle j'aimerais savoir si vous pensez que c'est un concept intéressant, l'économie inclusive, et si vous pensez que le concept de territoire s'articule bien avec cette économie inclusive. Deux questions en une alors. Oui. C'est parti. Est-ce que je pense que le concept d'économie inclusive est intéressant? Oui, dans la mesure où il souligne une contradiction du capitalisme, donc, qui est de proposer de la croissance en même temps que de l'exclusion, de fabriquer de la croissance en même temps que de l'exclusion. Et donc il faut chercher la réponse, la solution. Un monde qui ne sait plus quoi faire de ses pauvres, qui n'en a plus besoin, effectivement, va vers des tensions qui risquent de remettre en cause les fondements même du système. Et donc, de façon un peu cynique, on pourrait dire que ce capitalisme-là a besoin d'en revenir à une logique d'inclusion. Je dirais cette notion avec cette dose d'optimisme et de pessimisme que je viens de mélanger. Quant au territoire, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que ce sont des constructions sociales à travers lesquelles des communautés, des collectivités font converger des intérêts et parviennent sans doute à solidariser un certain nombre de ressources, de capacités, de moyens. Donc manifestement, ça a un rapport avec cette possibilité de rendre plus inclusive la croissance, le développement et d'une façon générale l'action collective. Ceci dit, et c'était ça surtout le sens de mon bouquin, les territoires peuvent être aussi, dans certaines circonstances, de formidables espaces d'enfermement, de rétraction de l'horizon d'action, de limitation des capacités, d'assignation à résidence. Et donc, il faut s'appuyer sur les territoires, mais il ne faut surtout pas s'y enfermer, parce que c'est sans doute aujourd'hui une des expressions les plus fortes de l'exclusion territoriale. Jean-Baptiste de Foucauld, bien évidemment, toute votre vie plaide pour cette économie inclusive. On peut dire que si on se pose la question du pourquoi, ce que sont les exclus, etc., tout ça, c'est autour d'eux que vous avez construit votre travail et que vous avez construit, au fond, votre appartenance à la cité. Mais je voudrais essayer de voir avec vous comment est-ce qu'on pourrait motiver nos concitoyens pour une économie inclusive et comment on pourrait faire pour que le public participe à cette économie de façon consciente. C'est une bonne question. Je pense que d'abord, maintenant, la question de l'exclusion a quand même pénétré beaucoup de parties de la société. Tout le monde a des enfants, des amis, des proches qui ont été frappés par le chômage. Donc il y a une sensibilité quand même qui est plus grande qu'avant, semble-t-il. Bon. Ensuite, je pense qu'il faut casser une barrière qui est l'idée qu'au fond on n'y peut rien, qu'il y a une fatalité, que c'est le système, que ce sera toujours comme ça. Et particulièrement en France, où il y a quand même un scepticisme, d'ailleurs assez paresseux, quoi, finalement. On dit le chômage, au fond, ça nous dépasse. Du coup, s'organiser ensemble pour réfléchir à ce qu'il faudrait faire, et puis faire des efforts ensemble qui permettraient d'y arriver, ce que d'autres pays ont fait. Vous prenez le Danemark, par exemple, qui est cité en exemple aujourd'hui. Vous disiez les rapports de l'OCDE dans les années 90, on disait que le Danemark, c'était pas mal, mais ils avaient un gros problème avec le marché du travail. Aujourd'hui, on les met en exemple. Bon, la Suède a eu un problème aussi. L'Allemagne a eu un problème. Bon, voilà, le problème, voilà, je pense d'abord qu'il faut qu'on... Moi, c'est ce que je dirais d'expérience que je retire de Solidarité Nouvelle face au chômage. C'est la découverte que nous avons faite que la solitude et du découragement des personnes au chômage depuis un certain temps. Et le simple fait de ne pas les fuir, ce qui est la tendance naturelle. La tendance naturelle face aux personnes en situation de chômage, c'est de les éviter. C'est l'évitement généralisé, de part et d'autre d'ailleurs. Parce que, comme le montrent par exemple des enquêtes, une personne au chômage refuse les dîners avec des amis, parce qu'à un moment, quelqu'un va dire « Mais qu'est-ce que vous faites en ce moment ?» Et dire « Ah ben, je suis au chômage,
ça casse l'ambiance, quoi. Voilà. Donc il y a un effet d'évitement qu'il faut casser. Il faut se parler, rencontrer, s'aider, s'appuyer. Alors il y a des méthodes. À SNC, on crée des binômes d'accompagnateurs, on crée des emplois pour les personnes, on crée des espaces de discussion où les personnes peuvent s'exprimer. Bon, voilà, il y a de la sensibilité à retrouver dans notre société. Je dirais, au pacte civique, nous voudrions qu'on travaille sur l'idée de fraternité. Voilà. La fraternité, c'est quand même un des 3 pôles de la République. On parle sans arrêt de liberté, on parle sans arrêt d'égalité. Fraternité, c'est une queue de discours, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement face à ce monde anonyme, mécanique? Voilà. La première chose, c'est peut-être de travailler là-dessus. Voilà. Ensuite, il y a aussi un travail collectif à faire. Qu'est-ce que va devenir le travail demain? Donc, avec SNC, avec le pacte civique, nous plaidons pour organiser des états généraux du travail et de l'emploi, pour savoir ce que nous voulons faire, ce qui marche ailleurs, pourquoi il y a des difficultés. Il y a une maïeutique collective à organiser pour sortir de toutes de ces situations. Voilà. Je pourrais développer longtemps, mais voilà au moins vous savez très bien que nos concitoyens, quand ils entendent le mot fraternité, je sais bien que c'est... ils disent « Oh, formidable, voilà le baratin qui commence », et ils ne croient plus à l'efficacité du baratin. Il y a trop de gens qui se sont targués de fraternité, trop de gens qui ont dit qu'ils allaient s'occuper des exclus et qu'ils ne le faisaient pas. Et donc, on est en face d'une incrédulité généralisée. Et moi, j'aimerais que vous me disiez comment vaincre cette incrédulité. Alors, moi, je suis très content d'entendre que Danone, non seulement met de l'argent là-dedans, avec un fonds d'investissement, mais en plus incite des gens qui sont autour de lui et qui ne sont pas dans l'entreprise à contribuer par l'intermédiaire des associations, par exemple, à ce financement et à ce fonds. Mais je voudrais savoir si vous pensez que c'est un moyen concret d'avancer, parce que personne n'a conscience, en dehors des gens qui tournent autour de Danone, de cette réalité aujourd'hui dans la société française. Alors, en tout cas, c'est pas largement partagé. Alors, comment faire pour que ce soit plus largement partagé et pour que on descende du ciel des idées dans le concret de la réalité? Martin Vanier. Je ne connais pas toute la vie de la personne qui est en face de moi, mais je pense qu'elle n'a pas passé beaucoup de temps dans le ciel des idées et qu'elle a été à un grand nombre d'occasions les 2 pieds sur le sol. D'abord, comment faire? Peut-être reformuler le diagnostic que vous faites d'une façon qu'il y ait quelque chose à l'horizon. L'incrédulité collective, la perte de confiance générale, la défiance vis-à-vis de, etc. Moi, j'observe, certes, ce que vous dites là, et tout le monde peut l'indexer à des événements politiques, etc., mais j'observe aussi une société qui est en train de réinventer 1000 choses, et pas seulement la société Danone, je veux dire la société dans sa totalité. J'observe des individus, j'observe des collectifs, j'observe des territoires. Le cas échéant, j'observe beaucoup de réseaux, surtout de réseaux sociaux, et donc des capacités qui réémergent, des expériences dans tous les domaines, de la formation, de la créativité, de la culture, de la production de richesses, etc., qui font que si on cherche la solution pour la société, ben, il n'y a qu'à regarder la société elle-même, parce qu'elle est en train de les fabriquer. Là, vous avez raison, c'est que le saisissement institutionnel, politique, collectif, par des choses qui traduisent ça en actes officiels et publics, pédale dans la semoule, si je peux me permettre. Mais l'inventivité sociale pour refabriquer de la fraternité, de la crédibilité, de la confiance, moi, je n'ai pas l'impression qu'on vit une époque défaillante de ce point de vue-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a une énorme créativité sur le terrain. Le problème, c'est qu'elle est quand même moins forte que le mainstream. Et donc, tout le problème, c'est comment faire en sorte que tous ces îlots de créativité, ces archipels, comme on dit dans les mouvements citoyens, arrivent d'une part à converger entre eux, parce qu'il y a aussi de l'individualisme là-dedans, il y a aussi un peu du chacun pour soi, donc faire converger, et d'autre part, s'articuler sur des grandes régulations collectives, parce qu'il y a quand même des problèmes de régulation collective. On ne va pas tout résoudre par des problèmes d'initiative. Je pense que le fonctionnement du capitalisme aujourd'hui est quand même extrêmement déséquilibré. Qu'on est passé d'une période pendant les 30 Glorieuses où, je dirais, les managers et les salariés dominaient plutôt les consommateurs et les actionnaires ou les obligataires, en leur infligeant aux uns des hausses de prix, aux autres des rendements plus faibles, à un système inverse où le consommateur veut des prix bas et des qualités formidables et l'actionnaire veut des rendements toujours plus élevés. Et donc, du coup,
ce qui est entre les deux, c'est-à-dire les managers et les salariés, sont comprimés sont pris en tenaille. Et donc là, il y a un problème de rééquilibrage global du capitalisme qui implique des actions. Je veux dire, il faut des actionnaires plus responsables, il faut des consommateurs plus responsables, il faut peut-être revoir un certain nombre de règles, comme la fiscalité. Est-ce que les taux de rendement très élevés ne doivent pas être taxés davantage que les taux de rendement raisonnables? Voilà. Pour moi, Danone, ce que fait Danone est formidable, mais ce que je voudrais savoir, c'est quels sont leurs objectifs de rentabilité. Est-ce qu'ils veulent pousser toujours un cran de plus? Je me souviens de dire... J'ai l'impression que non, franchement. Pour avoir interrogé le président, j'ai l'impression que non. Mais que leur objectif numéro 1 n'est pas d'avoir la rentabilité maximum. Ça, j'en suis convaincu. Je pense que c'est important qu'ils le disent. Voilà. D'ailleurs, quand ils parlent d'un fonds, ce fonds social, finalement, qui aujourd'hui a touché au départ 100 millions et qui finalement a 100 millions d'euros et qui aujourd'hui est à 140 millions d'euros, moitié venant de l'extérieur de Danone, moi je dis que là, il y a eu une articulation entre une entreprise qui est mainstream et puis le monde extérieur, non? Oui, mais ce que dit Jean-Baptiste Foucault est tout à fait judicieux parce que ça permet de sortir d'une lecture qui serait trop lénifiante de l'économie inclusive. L'économie inclusive, c'est pas l'économie sans tension, c'est pas l'économie dans laquelle on a évacué les contradictions du système. C'est l'économie qui a réinclus des règles et des capacités collectives que seul le politique peut énoncer et d'une certaine façon, à un moment donné, faire imposer, parce qu'il y a de la conflictualité quand même, toujours quelque part. Et peut-être que c'est ça, la vraie réinclusion dont on a besoin, c'est une réinclusion de capacités politiques à refonder quelques règles majeures, parce que c'est vrai que les 1001 initiatives, ça fait un peu penser à la Révolution, bah oui, ces choses-là, ça se termine pas toujours bien, ce genre d'effervescence sans capacité sociétale à dire ce qu'on est en train de produire tous ensemble, donc l'économie du partage, l'économie de la fonctionnalité, l'économie solidaire, l'économie ceci, d'accord. Et alors, fondamentalement, le contrat politique, il dit quoi? S'il n'entend pas, et s'il n'inclut pas, on est là-dedans dans le sujet, ce que cette société produit, eh bien, on a effectivement encore du souci à se faire. Donc la fonction politique que souligne Jean-Baptiste de Foucault, moi je la pense essentielle. Ne dérivons pas seulement sur les responsabilités du politique, c'est trop facile, je veux dire, parce que le politique est toujours stigmatisé dans notre pays. Mais la question qui se pose, c'est les propositions qui sont faites. Je vais en prendre deux exemples. Dans la dernière campagne présidentielle, il y avait le revenu universel proposé par Hamon. Qu'on le veuille ou non, de quelque côté qu'on soit, voilà quelque chose de neuf. Hein. En tout cas, une idée neuve, que tout le monde puisse avoir. C'est relativement neuf. Non, mais que ce soit au centre. 20 ans que non, mais que ce soit mis au centre. Et je n'en doute pas, je sais que vous en discutez, mais que ce soit mis au centre de l'activité politique par un candidat d'un grand parti, c'est neuf. Bon, en face, Macron qui dit, au fond, ce qu'il faut, c'est plus de flexibilité. Alors. Et qui réalise avec son code du travail son objectif de flexibilité. Il parle de flexi-sécurité, la sécurité, hop, elle est passée sous la table. Bon, alors moi je voudrais essayer de savoir, il y a eu ces deux propositions, par exemple, dans la campagne électorale, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a des stratégies extrêmement diverses? Et on a l'impression que c'est seulement les politiques qui insuffle, au fond, la force, la vigueur du discours politique pour pouvoir porter une proposition qui ferait avancer une économie inclusive? Alors, bon, j'ai envie de faire un jeu de mots. Pour que l'économie soit inclusive, il faut qu'elle cesse d'être exclusive. C'est-à-dire, le tout économique ne suffit plus à faire la bonne économie. Je pense que la société... Il faut réintégrer l'économie dans la société, alors que la tendance, c'est que l'économie se développe, je dirais, et absorbe la société. Bon. Donc c'est important qu'elle reprenne le contrôle. Et pour moi, enfin, c'est ce que nous essayons de faire avec mes amis du Pacte civique, nous sommes obligés, si on veut vraiment aller vers une économie inclusive, c'est-à-dire une économie au service de l'humain, de travailler sur nos comportements personnels, sur le mode de fonctionnement des organisations, y compris des entreprises, et sur les institutions et politiques publiques, c'est-à-dire sur les régulations. Moi, je crois... voilà. Donc, il faut travailler sur ces trois niveaux en même temps. Alors, ensuite, sur les entreprises, moi, j'ai un cahier des charges, qui est, dans les entreprises, donner au respect des personnes une importance au moins égale au souci de rentabilité. On le fait ou on ne le fait pas, on essaie de le faire. Réduire l'échelle des revenus, surtout dans les grandes, et renforcer la responsabilité sociale et environnementale dans le cadre d'une gouvernance élargie. Voilà le cahier des charges. Bon. Ensuite, sur les régulations. Alors là, il faut
pratiquer l'éthique de la discussion. C'est-à-dire faire la séparation, chère à Habermas, entre l'acteur stratégique et l'acteur communicationnel, c'est-à-dire prendre des temps où on communique pour essayer de savoir ce qui est bon, ce qui est la vérité, ce qui est l'intérêt général, ce qui est le bien commun, où on rentre dans le débat avec des idées, mais on est prêt à en sortir avec d'autres idées. Voilà. On avait hier soir un débat avec Alternative économique sur Gorse. Gorse est quelqu'un qui a énormément changé au cours de sa vie. Voilà. Bon, il faut accepter de changer. C'est ça l'éthique de la discussion. C'est ne pas se crisper sur sa pensée identitaire, mais accepter de dialoguer. Alors, sur le débat revenu universel ou marché du travail plus flexible, bon, moi je pense que le revenu universel, ça risque fort. Ce n'est pas le but. De dévaloriser le travail? De fait qu'on s'intéresse encore moins à l'emploi. Et de l'autre côté, l'idée d'aller vers un marché du travail plus souple, plus flexible, et en même temps qui donne plus de sécurité, il y a plusieurs manières de faire aussi. Il y a une manière de faire où c'est le chef d'entreprise qui est maître du jeu. C'est plutôt ce qu'ont fait les anglo-saxons, hein, qui ont bloqué ou supprimé le SMIC quand même. Donc on crie à l'ultralibéralisme et à des modifications du Code du travail en France, il ne faut pas exagérer. Les anglo-saxons, vraiment, eux, déréglementés fortement. Vous dites aux téléspectateurs, vous inquiétez pas, il y a encore une étape suivante. Non. On va pouvoir déréglementer. Non, parce que plus. ça, je pense qu'on ne le fera jamais chez nous, et Dieu merci, parce que c'est... au contraire, on va plutôt vers l'idée, l'Allemagne n'avait pas un salaire minimum, elle en a un maintenant. Il y a l'idée qui chemine d'un salaire minimum européen. Donc, c'est pas le modèle européen. Mais les Anglais ont supprimé, Mme Thatcher a supprimé, Blair l'a rétabli. Bon, voilà. Donc, il y a un débat pour savoir si c'était initiative patronale ou bien si c'est contractuel, avec des organisations syndicales qui négocient des compromis. Peut-être on va baisser les salaires pendant 6 mois, mais en échange de quelque chose. Bon, peut-être qu'on va faire autre chose, mais voilà, mais on négocie. Alors, c'est tout le problème des ordonnances aujourd'hui. C'est qu'il y en a une partie dans les grandes entreprises où on est dans un cadre de négociation à peu près correct, ce qui n'empêchera pas qu'il peut y avoir des patrons voyous qui, de toute façon, contourneront les choses. Mais dans les PME, c'est pas clair. Le chef d'entreprise a une grosse marge. Et nous allons peser pour que quand il y a un référendum, les syndicalistes, les salariés qui n'ont pas de syndicat, puisqu'il n'y a pas de syndicat dans beaucoup de PME, puissent se faire accompagner par un syndicat. Donc, voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans les ordonnances. Non, ce n'est pas dans les ordonnances. Les ordonnances ne précisent pour pas les que les PME, syndicats... L'idée que la logique de la flexi-sécurité, c'est de renforcer le pouvoir syndical pour qu'il y ait un vrai compromis capital-travail, au fond, qui n'a jamais existé en France. Hein, c'est ça le problème français, c'est que autant il y a eu des compromis capital-travail, en France, c'est Delors qui m'a expliqué ça, il m'a toujours dit, la social-démocratie, c'est 3 choses, c'est un compromis État-marché, c'est le compromis capital-travail, et ce qui ne veut pas dire pas de tension, ça veut dire compromis au bout d'un certain conflit, et l'État-providence. On a l'État-providence, il est peut-être trop gros, mais il n'y a pas vraiment de compromis État-marché, c'est toujours c'est brinque-ballant, et il n'y a surtout pas de compromis capital-travail. C'est vers ça que, normalement, la logique de Macron devrait aller. Et pour l'instant, il n'a pas trouvé, à mon avis, sa cohérence. Si vous interrogez les syndicats, ils n'ont pas l'impression que les ordonnances sur le travail, sur le code du travail, aient été le fruit d'un compromis. Je veux dire par là qu'au fond, ils ne sont pas tellement intervenus. Alors, il y a eu un petit à la marge, une évolution à la marge, mais ce que vous dites sur les petites entreprises montre que, vraiment, les syndicats n'étant plus partie prenante dans la négociation, on peut se poser la question. Il faut qu'ils se renforcent. Nous allons demander qu'il y ait un espèce de droit d'accompagnement des salariés qui négocient avec le chef d'entreprise. Pour les 35 heures, on avait créé un système de mandatement. Bon, on aurait pu le reprendre, on ne l'a pas repris. C'est le déséquilibre pour l'instant, mais tout ça n'est pas fatal, hein, tout est correctible. Les ordonnances, je rappelle, sont ratifiées par le Parlement qui peut amender. On oublie ça. Le Parlement peut amender les ordonnances. Oui. Ce n'est pas le tout ou rien. Alors, le gouvernement peut faire un vote bloqué. Il le fait souvent sur les ordonnances. Mais le Parlement peut amender. Oui. Donc, on peut corriger. Vous y croyez? Moi, j'y crois pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je vois le comportement de la majorité, je pense qu'il y a peu de chance. Mais peu importe. Écoutez, nous, notre boulot de citoyen, je dirais, le Pacte civique ne cherche pas à prendre le pouvoir, on cherche à organiser du débat, à dire des choses, c'est de dire ce qu'on pense et de le faire savoir.
est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un mauvais signe qui a été engagé quand on parle des conditions dans lesquelles le capital et le travail sont rémunérés et imposés dans cette économie? Quand on impose moins le capital et qu'on continue à imposer le travail et les travailleurs, on donne un signe quand même très très étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de changements du côté du travail-travailleur, il y a beaucoup d'améliorations pour les gens qui sont du côté du capital, non? Martin Vanier. J'ai l'impression que vous voulez nous faire rejouer les présidentielles. Pas du tout, pas du tout. Non, je pose la question dans l'économie inclusive. Quelle économie inclusive? Qui est-ce qui proposait quelque chose concrètement dans notre société? Oui, parce que c'est vrai qu'on vous a tendu la perche en responsabilisant les politiques. Et donc vous revenez à la façon dont le politique aujourd'hui joue son offre, c'est sûr. Bon, moi je ne reviens pas à mon Macron. D'ailleurs, j'ai voté pour les deux successivement. Hein. Donc c'est vous dire la recherche d'un compromis acceptable dans un monde politique tel qu'il est et dans une offre politique telle qu'elle est. Et je ne viens pas non plus sur le débat sur le droit du travail et par conséquent la réinvention du mouvement syndical, c'est pas mon domaine de connaissance, et je pense que c'est ça que vous soulevez. Hein. C'est la façon dont on réinvente la place et la fonction des syndicats aujourd'hui en France qui est au fond de l'affaire. Mais je saisis le triptyque que propose de Foucault, l'individu, les collectifs et les organisations, les institutions et le politique. Et on a parlé donc de ce troisième terme, et libre à chacun d'apprécier la façon dont le travail politique est effectué aujourd'hui. Et on a des rendez-vous réguliers quand même pour sanctionner, etc., etc. Moi, ce qui me paraît le plus important aujourd'hui à aiguillonner dans la transformation, c'est le deuxième pied de ce qui a été évoqué. Je laisserai le premier à une approche plus humaniste, plus personnelle. Et, enfin, bon, ce sont encore d'autres débats. Et sur le deuxième pied, puisque vous voulez absolument qu'on parle de Macron, il me semble que là, il y a une rencontre entre ceux qui, dans la société, travaillent la transformation des organisations, des rapports au travail, des façons de faire ensemble, de s'organiser, etc., les formes d'initiatives multiples, et ce que ce président dit, ce qu'il porte comme imaginaire de l'action collective, et l'entente qu'il a avec des fractions sociales qui sont effectivement en train de bousculer un certain nombre de codes, de façons de faire, de façons de fabriquer les choses ensemble, etc., etc. Donc ça, je trouve ça intéressant, et c'est pour ça que j'ai fait état de mon opinion et de mon bulletin de vote. Parce que là, j'ai estimé que sur ce deuxième pilier, il y avait peut-être une rencontre transformatrice qui pouvait se jouer. Maintenant, les options politiques, notamment fiscales que vous venez d'évoquer, vaste débat, oui. Monsieur de Foucault, vous êtes d'accord avec cette idée qu'il y a au fond la naissance ou disons l'aide apportée à des initiatives sociétales qui vont transformer un peu la donne? Alors, manifestement, il s'est produit quelque chose dans la société grâce à l'action de celui qui est devenu président. Je crois que c'est indéniable. Le problème va être de consolider réellement. Et là, tout le mode de fabrication des politiques va être le grand sujet. Est-ce que le mode de construction des politiques de demain, je ne dis pas les 6 premiers mois, c'est normal qu'il applique ce programme, va être vraiment participatif? Est-ce qu'on va garder l'esprit de participation pour construire ensemble ou pas? Ce débat reste ouvert pour moi. Et nous serons très vigilants là-dessus. Puisqu'on parle d'économie inclusive, oui. Est-ce que vous ne croyez... ça veut dire participation. Hein. Mais justement, est-ce que vous ne croyez pas que les emplois aidés, par exemple, la suppression des emplois aidés, dont je comprends très bien la philosophie, c'est de dire que les emplois aidés, ça ne suffit pas, il faut qu'on ait des emplois dignes de ce nom et qui soient en CDI. Mais cette suppression a des conséquences sociales terribles du point de vue de l'exclusion d'un certain nombre de gens qui finalement s'étaient glissés dans cette niche pour exister et pour faire partie de l'économie dans son ensemble. Alors là, je n'ai aucune difficulté à vous dire que je suis tout à fait choqué par cette mesure. Ce n'est pas tout à fait une suppression, d'ailleurs, c'est une réduction. Oui, une réduction très considérable. Oui. Voilà, donc ça me choque beaucoup. C'est une grave erreur. Une grave erreur. Elle est justifiée par le fait qu'on a quand même gâché ce qui pouvait être une régulation collective importante, c'est-à-dire pour toutes les personnes, l'idée de base était simple, pour toutes les personnes au chômage pendant 12 mois au cours des 18 derniers mois, il y a un droit à être aidé par la collectivité par une subvention à l'embauche. Simplement, ce qu'il fallait faire, et ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'il fallait jouer le triptyque accompagnement des personnes, emploi solidaire et formation. On a fait... Pôle emploi arrête d'accompagner les personnes quand ils sont en emploi, aidés, parce que c'est bon pour les statistiques et on est content.
les employeurs ont très peu mis en place des systèmes d'accompagnement et d'évaluation des personnes pour les former, que le contrat aidé serve à sortir. Donc on a joué la quantité et pas la qualité. Et les critiques qui sont faites portent à juste titre sur la qualité, mais elles ont tort de réduire un instrument qui est devenu pour moi un instrument fondamental d'une économie inclusive. Nous avions fait un rapport avec Catherine Barbarou au début de l'ère Hollande, dans lequel nous avions dit, voilà, il faut un stock régulier d'emplois aidés de 300 ou 400 000, dans lequel on fait de la qualité et pas de la quantité. Voilà. Et puis, ça n'est pas un instrument conjoncturel. C'est la régulation conjoncturelle du chômage et l'assurance chômage pour ça. Mais le chômage de longue durée, structurel, pour des personnes en difficulté ou pour des diverses raisons, que ce soit pour un territoire qui est en résilience ou pour d'autres raisons, il faut faire de la qualité. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui s'est perdu. Voilà. Et ça m'ennuie vraiment beaucoup. Merci à tous les deux. Je voudrais rappeler vos livres, Monsieur de Foucault, ils sont considérables, mais considérablement nombreux. Mais l'abondance frugale, donc pour une, non, je ménage mes lecteurs. Pour une nouvelle solidarité, peut-on apprivoiser l'argent aujourd'hui, donc, qui est un colloque de Cerisy. Et puis le livre de Martin Vanier, qui s'intitule Demain les territoires, capitalisme réticulaire. Alors réticulaire, c'est des capitalistes des réseaux. C'est-à-dire vous montrez très bien comment les réseaux organisent l'espace et comment ces réseaux doivent s'ouvrir sur l'extérieur pour que cet espace politique, puisque c'est l'espace politique, puisse avoir du sens et être inclusif finalement. Et c'est chez Herman. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. L'économie inclusive au service de tous. Notre grand témoin est Alain Caillé. Alain Caillé est le responsable de la revue MOS, le fondateur, et puis le fondateur des Convivialistes, que je laisse notre ami Patrick Tudoret présenter. Alors Alain Caillé, vous êtes un des sociologues la plus féconde aujourd'hui en France et ailleurs dans le monde d'ailleurs, professeur émérite des universités. Il est bien ce garçon. Mais ô combien. Après avoir longtemps enseigné à l'université de Nanterre et co-dirigé le laboratoire de recherche Sophia-Paul. Vous avez notamment fait redécouvrir l'œuvre essentielle de Marcel Mauss, centrée sur la problématique du don, on va en parler, ce qui vous a entraîné à créer le MOS, Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, et la fameuse revue du même nom, que vous dirigez toujours. Parmi la bonne trentaine de livres que vous avez écrits, on peut citer Anthropologie du don, Pour un manifeste du convivialisme, La révolution du don avec Jean-Édouard Grézy, ou récemment, à la suite des attentats, Redignez-vous aux éditions Le Bord de l'eau. Alors vous êtes aussi à l'origine, avec Jean-Baptiste de Foucault, que nous venons de voir, Edgar Morin, Patrick Vivray, de la création du mouvement convivialiste, qui continue d'essaimer aujourd'hui en France et un peu partout ailleurs d'ailleurs. Le lien entre l'économie et la croissance inclusive et les axes donnés à votre action semblent évidemment patents et nous allons pouvoir en parler. Mais d'abord, rappelons que pour Mauss et vous, le don n'est pas gratuit et il ne ressortit pas au principe caritatif. Alors, que pourraient tirer justement les acteurs de la fameuse économie inclusive de cette anthropologie du don ? Je ne m'attendais pas à cette question. Eh bien, alors, donc c'est pourquoi je vais essayer de réfléchir. Ben, tout. Oui, c'est ce qui me semble. Voilà. Et je pensais qu'on allait démarrer sur l'idée même d'économie inclusive, qui renvoie tout un ensemble d'autres économies. Mais si on essaie de dire les choses le plus rapidement possible. Au fond, ce que découvre Marcel Mauss dans la conclusion de l'essai sur le don, dans le livre dans lequel, 1924, dans lequel Mauss rassemble absolument tout savoir ethnologique, pour moi, livre absolument fondamental, sa conclusion est directement politique. C'est-à-dire, on pourrait résumer les choses de la manière suivante, en deux phrases. Première phrase, l'homme n'a pas toujours été un animal économique. Première idée, parce qu'il va nous permettre d'entrer dans le débat sur l'économie inclusive ou sur d'autres formes d'économie alternative. Et puis, deuxième conclusion générale, le don est de l'opérateur politique par excellence. Le don, c'est ce qui permet de transformer les adversaires, les ennemis, en alliés, en proches. Voilà. Ce qui permet de s'opposer sans se massacrer, selon l'expression de Marcel Mauss. L'expression centrale à la fin de l'essai sur le don, il faut que les hommes apprennent à s'opposer sans se massacrer, et ajoutait-il, ce qui est souvent oublié, et à se donner sans se sacrifier. S'opposer sans se massacrer, se donner sans se sacrifier.
Alors là, effectivement, on est tout à fait à l'opposé du caritatif. Il y a bien sûr une dimension d'ouverture à l'autre, une dimension d'empathie, de sympathie, comme on voudra le dire, mais en même temps, les intérêts de toutes les parties sont pris en compte dans une espèce de logique de compromis généralisé. Il s'agit de fonder un ordre social ou politique durable, d'une certaine façon. Est-ce que vous Et avez c'est dans ce l'impression- cadre-là, juste Oui. un mot, c'est dans ce cadre-là uniquement, pour essayer de resituer le problème dans sa généralité, c'est uniquement à partir du moment où on aura pu créer, instituer ce cadre social ou politique durable, une communauté politique, qu'on pourra commencer à s'intéresser au problème de l'économie. Vous avez l'impression qu'avec ce concept d'économie inclusive, on est dans la filiation Mauss? On est dans le je n'en sais rien. À certains égards, peut-être. En tout cas, il faudrait que ça le soit. Il faudrait que ça le soit. Alors, simplement, ce que je voulais dire, c'est que, je crois que vous y avez fait allusion au début de l'émission, c'est que moi, je n'avais pas entendu parler d'économie inclusive jusqu'à hier. Ce n'est pas une notion utilisée dans les milieux que je fréquente, soit les milieux académiques, soit les milieux militants. C'est très intéressant. Et j'en parlais avec notre ami de Danone. C'est une notion qui est élaborée par l'OCDE, par le Conseil de l'Europe, dans des milieux plus technocratiques ou plus managériaux. Voilà. Donc on voit bien que dans chaque milieu, il y a un souci du bien commun, un souci de faire en sorte que l'économie soit plus inclusive, ce souci des plus démunis, etc. Mais chacun a son signifiant. Il y a, sinon une guerre, en tout cas une prolifération des signifiants alternatifs. Il y a l'économie inclusive, mais il y a l'économie positive de Jacques Attali, par exemple. Il y a bien évidemment l'énorme continent de l'économie sociale et solidaire. Il y a l'économie circulaire, il y a l'économie de la fonctionnalité. Enfin, il y a un ensemble de notions absolument vertigineux. Alors, comment penser tout ça? Je me faisais la réflexion en écoutant le débat de tout à l'heure. Il me revenait en tête une expression de Heidegger. Bon, ça fait pas nécessairement indispensable de convoquer Heidegger, mais disant l'essence de la technique n'est pas technique. Et moi, j'aurais tendance à dire l'essence de la bonne économie alternative que nous cherchons n'est pas économique. Et simplement, le problème que nous nous posons tous, c'est de savoir quelles sont les valeurs universalisables ou pluriversalisables, on va revenir sur cette notion-là, qui nous permettrait de fonder un ordre politique ou un ordre social durable, de l'instituer, et qui aurait des effets économiques positifs. Voilà. Donc je pense que le problème principal, c'est de se mettre d'accord effectivement sur quelques valeurs, sur quelques principes centraux, susceptibles d'avoir des effets économiques positifs. Là, je me rappelle du distinction de Max Weber entre des faits économiques, des faits sociaux qui ont des causes économiques et des faits sociaux qui ont des effets économiques. Voilà. Et c'est tout ça qu'il faut prendre. Il y a au moins deux questions en fait, que touche l'économie inclusive et qui finalement sont prises en compte par les convivialistes. C'est d'une part la prise en compte de l'environnement Oui. et d'autre part la prise en compte, je dirais, d'une dimension sociale de l'économie. Alors ça, c'est des banalités totales. Hein. Tout le monde parle de ça. Et vous avez raison, toutes les économies baptisées comme on veut, sociales et solidaires, inclusives, utiliseraient ça. La question, c'est comment on les fait entrer dans la pratique. Est-ce que vous êtes sensible à la manière dont une entreprise comme Danone le fait? Est-ce que vous trouvez que c'est une piste intéressante? Et est-ce que vous trouvez qu'au fond, des intellectuels ne devraient pas, comme vous, ne devraient pas se saisir de cette pratique technocratique, puisque vous avez presque dit ça, pour essayer, managériale, pour essayer de la vulgariser et pour essayer, au fond, de donner de l'élan à cet influx? Oui, bien sûr. Mais d'une part, je pense que toutes ces initiatives, qu'elles se déploient dans le cadre de l'économie sociale ou solidaire, de l'économie positive, de toutes les formes d'économie alternatives qui sont animées par un souci du bien commun, toutes ces formes-là sont à encourager, bien évidemment, y compris l'économie inclusive. Le problème que j'ai, c'est de savoir comment on réunit toutes ces initiatives. Ça ressemble exactement à votre question. Hein. Comment on fait un sens partagé? Parce que si on ne réussit pas à faire prendre conscience à l'échelle mondiale de l'unité de toutes ces formes, de toute cette recherche de formes d'économie alternative ou d'organisation sociale alternative, ben on sera condamné à l'impuissance. Alors, du coup, oui, il faut bien évidemment soutenir des initiatives comme celle de Danone, parce que je pense que, moi j'ai un peu travaillé sur ce que faisait Danone, j'ai lu les textes, les livres d'Emmanuel Faber, son président, et je trouve que c'était extraordinairement encourageant, parce que bien évidemment, nous ne réussirons pas à faire pièce
au néolibéralisme et donc à cette vague de fond qui produit des inégalités mondiales vertigineuses et une dévastation générale de la nature. Qui incarne l'hubris. Qui incarne l'hubris, qui est au cœur du l'illimitation. Voilà, qui est au cœur du problème du convivialisme. Comment lutter contre ce que les Grecs appelaient l'hubris, le désir d'avoir toujours plus, d'être tout puissant, ce désir de toute puissance absolue, dont le néolibéralisme, ou disons dans le capitalisme rentier spéculatif, est l'incarnation par excellence. Eh bien, on ne pourra avoir une chance de résister à cette vague de fond absolument terrifiante, à cette espèce de tsunami contre l'humanité, qu'en réunissant toutes ces initiatives alternatives et en réunissant à la fois des militants associatifs, des militants politiques alternatifs et une bonne partie des entrepreneurs responsables. Et je crois que ce que fait Danone à travers son concept d'économie inclusive est animé par un souci d'être effectivement une entreprise responsable. Et j'ajoute d'ailleurs que Emmanuel Faber, qui est le président maintenant de Danone, est très sensible au convivialisme. Il figure parmi les premiers soutiens. Un des premiers soutiens, effectivement. Un des premiers soutiens. Et même en parlant à mes amis convivialistes, dont certains sont plutôt gauche de gauche, fondamentalement, ils n'ont pas d'objection fondamentale a priori. Ils demandent à voir. Ils n'ont pas d'objection fondamentale à ce qu'il y ait des collaborations éventuelles avec Danone. Est-ce que vous avez l'impression, puisque la question se pose de savoir comment faire fusionner toutes ces initiatives, est-ce que vous avez l'impression, c'est peut-être pas le mot, mais enfin converger, qu'on peut les coordonner et de quelle façon? C'est-à-dire que quelle manière de les coordonner et comment avoir de l'impact sur ces entreprises néolibérales dont vous parlez et qui n'ont qu'un souci, c'est effectivement amasser plus. Et donc, qui n'ont que le goût du profit. Comment faire pour que, au fond, cette solution alternative représente quelque chose dans la société? Aujourd'hui, je vais vous dire, c'est perçu, enfin vous le savez comme moi, c'est perçu comme, oui, d'accord, c'est des propositions, mais finalement, c'est pas ce qui compte dans le social, dans l'économique, etc. Alors, je voudrais que vous me disiez comment est-ce que ça pourrait compter? À mon avis, la seule forme de coordination envisageable, je ne dis pas qu'elle réussira, mais envisageable, c'est ce que j'appelle une forme de coordination symbolique, une coordination par les valeurs. On voit bien même, si on quitte le domaine uniquement de l'économie, je voyais dans un petit papier que vous aviez rédigé pour préparer l'émission, vous parliez des civic tech. Là encore, moi, je n'étais pas au courant des civic tech. Mais c'est très. Expliquons ce que c'est. Expliquons ce que c'est. Vous avez regardé? J'ai regardé un petit peu sur Internet pour ne pas avoir l'air totalement idiot hier soir. Et donc j'ai vu que c'était toutes ces comment dire ces mesures. Non, c'est pas ces regroupements de gens qui sont animés là encore par un souci citoyen, un souci civique, et qui pensent devoir mobiliser à cette fin tous les moyens technologiques actuels. Et il y a des dizaines de civic tech. J'avais découvert une liste absolument vertigineuse. J'en connaissais certains dans les milieux que je fréquente, avec des petites convergences. Le numérique au service de l'innovation sociale. Au service de l'innovation sociale et de la démocratie, d'une démocratie radicale bien. Et de même, moi, je fréquente énormément d'organisations qui s'inscrivent dans le cadre de ce que Patrick Vivray appelle la société civique, qui veut peser autant que l'État ou que le marché, etc. Bien. Mais ce que je constate, ça renvoie directement à votre question, c'est qu'il est quasiment impossible de coordonner toutes ces initiatives. Chacun se soucie du bien commun, mais aimerait bien être quasiment le seul à l'incarner. Bien. Ce qui semble assez paradoxal, mais c'est un peu paradoxal, mais c'est très humain. C'est très humain, très humain, qui l'on sait. Et donc, il est hors de question d'envisager des fédérations, des organisations qui rassembleraient tout ça. C'est absolument impossible. Bien. Si on part de ce constat, il me semble que la seule solution qui reste, c'est ce que j'appelle une coordination symbolique, c'est-à-dire une coordination par les valeurs partagées. Et c'est ce qu'essaie de faire le convivialisme, puisqu'après tout, à l'origine du convivialisme, il y a des gens qui, je le disais à l'instant, qui viennent de la gauche, il y a des gens qui sont d'une gauche plus standard, des gens de centre-gauche, il y a des sympathies à droite, et je pense que c'est très bien. Je pense qu'on peut effectivement formuler quelques principes centraux, qui sont d'ailleurs les mêmes que ceux qui animent le courant de l'économie inclusive. Le problème fondamental, c'est la lutte contre l'hubris, contre le désir de toute puissance, qui génère des inégalités et des exclusions absolument insupportables et épouvantablement dangereuses à l'échelle mondiale. Et d'ailleurs, au cœur, on n'a pas évoqué on n'a pas cité ce mot, mais au cœur de l'économie inclusive, il y a ce qu'on appelle l'innovation frugale, qui pourrait aller dans le sens de l'abondance frugale
cher à Jean-Baptiste de Foucault, et qui rappelle donc en fait, que les solutions soient frugales ne veut pas dire qu'elles sont archaïques, hein, simplement frugales et bon marché, parce qu'elles veulent s'adapter de manière extrêmement pragmatique à ces laissés pour compte, à ceux que l'on veut inclure dans l'économie. Je pense par exemple à l'énergie solaire, à des systèmes d'éclairage donc à basse énergie qui peuvent permettre de véritables révolutions dans des zones totalement isolées de la planète. Il faut montrer, comme le dit l'économiste Tim Jackson, qu'on peut avoir de la prospérité sans croissance, ou avec une croissance frugale. Mais pour revenir en arrière, parce que là encore, je sais très bien, je connais Antoine Spire un petit peu, il va me dire, bon, c'est bien gentil tout ça, tout le monde est d'accord qu'il faudrait se réunir sur des valeurs, etc. Mais enfin, ça n'avance pas beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Voilà, vous le connaissez très bien. J'en étais sûr. Et vous avez totalement raison. Il me semble que dans le cas du convivialisme, on avance un tout petit peu au-delà de ces proclamations d'intentions vertueuses, à partir de l'idée centrale et qui permet le débat avec le projet d'économie inclusive, à partir de l'idée que, en fait, ce qui nous manque le plus, ce n'est pas tellement de disposer de projets, d'alternatives économiques, d'alternatives écologiques, voire d'alternatives démocratiques locales sur les territoires, etc. Ce qui nous manque le plus, et je crois que Jean-Baptiste de Foucault y faisait allusion tout à l'heure, d'une certaine façon, c'est une philosophie politique alternative. Alors philosophie, je ne sais pas si le mot est bien choisi, on pourrait dire une idéologie politique alternative, une doctrine, un fond doctrinal politique alternatif, qui nous permettent de dépasser les grandes idéologies dont nous sommes tous les héritiers, chacun les combinant à sa façon. Libéralisme, socialisme, communisme, anarchisme. Bien. Pourquoi ça marche plus? Pourquoi est-ce que ces grands discours ne sont plus à la hauteur de l'époque et du coup nous laissent complètement démunis et incapables de nous coordonner les uns aux autres, avec les autres par des valeurs? Bien, pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que elles n'avaient pas pris conscience ni les unes ni les autres de la finitude de la planète et donc des problèmes écologiques auxquels nous sommes confrontés. Deuxièmement, elles imaginaient les solutions politiques dans le cadre fondamentalement des États-nations, même quand elles se voulaient internationalistes ou cosmopolites. J'avais dit deux raisons, je vais rajouter une troisième, et qui va faire écho à ce que disait Patrick à l'instant, c'est que tout imaginer que le remède fondamental au maux de l'humanité, ce qui suscite les guerres civiles, etc., ou la haine générale, c'est le remède à la rareté. On peut tous imaginer que le problème fondamental de l'humanité, c'est la rareté matérielle. D'où une réponse très simple, partagée grosso modo par les quatre discours, sauf dans leur variante marginale, puisque ce qui crée la haine entre les humains, c'est la rareté matérielle, eh bien, produisons toujours plus, donc toujours plus de croissance, et ça va régler tous les problèmes. Ben là, on reboucle la boucle, on voit bien que la question de l'économie inclusive, que cette croissance n'est pas inclusive, elle crée de plus en plus d'exclus, et à mon avis, elle va en créer de plus en plus. Vous n'aurez pas tout le monde autour de cette critique de la croissance. Vous n'aurez pas tout le monde, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui aujourd'hui pensent très simplement que pour partager le gâteau de façon un peu sérieuse, il faut l'augmenter. Et donc, ça, c'est une idée tellement forte que je ne vois pas l'ensemble de ceux qui sont pour une économie alternative, y compris inclusive, l'adopter. Bien sûr. Mais alors, je vais préciser un petit peu mon propos. Le convivialisme n'est pas décroissant. Il y a des décroissants. Il y a quelques décroissants. Il y a quelques décroissants. Mon ami Serge Latouche, par exemple, de la décroissance, a accepté très gentiment. Il est venu ici de signer le manifeste, au risque de se faire absolument anathémiser par une partie de ses petits camarades. Mais moi, ma formulation, c'est plutôt la suivante. Il faut imaginer une société prospère, bien sûr, même sans croissance. C'est-à-dire même si la croissance devait ne pas revenir. Voilà. C'est-à-dire, arrêtons de plus en faire le moteur essentiel. On n'en fait pas le moteur essentiel. Il ne s'agit pas du tout de la diaboliser, de dire c'est mal, ce n'est pas du tout mon propos. Ça peut être très bien, on n'en sait rien, ça dépend de ce qu'on prend en compte. Est-ce qu'on prend en compte les externalités négatives sur l'environnement, etc. Il y a matière à discussion. Mais dans une situation où nous risquons d'aller vers... il y a quand même tout un grand discours sur les stagnations séculaires chez des économistes de plus en plus reconnus. Dans une situation dans laquelle nous risquons, comme au Japon depuis 15-20 ans, d'aller vers des taux de croissance à 1, 1,5% ou 0% de manière structurelle, arrêtons de penser que c'est uniquement avec plus de croissance et plus d'argent qu'on va régler les problèmes de la justice, les problèmes de l'enseignement, les problèmes de la santé, etc. Essayons de trouver des solutions hors croissance. Probablement, si nous trouvons ces solutions hors croissance,
à ce moment-là, nous pourrons peut-être réalimenter le moteur de la croissance et d'une économie inclusive. Alors, moi j'ai l'impression quand même que cet accord que vous préconisez sur une philosophie politique n'est susceptible, disons, de porter des fruits que dans la mesure où il correspond à une pratique chez chacun de ceux qui se prononcent pour une économie inclusive, qui converge avec celle des autres. Alors comment faire fonctionner cette convergence des pratiques? Parce que moi, je vois bien comment on pourrait arriver à une philosophie, et même on n'a pas besoin de bouger grand-chose pour arriver à une philosophie commune. Mais le problème, c'est dans la pratique. Comment faire? Comment faire pour mettre en question cette économie de l'hubris que vous stigmatisez à juste titre? Comment faire pour, au fond, marginaliser cette économie libérale qui ne pense qu'à une chose, augmenter le profit? Ben, je crois que le plus important, c'est de donner la possibilité que tous ceux qui inventent des solutions, soit sous le label économie inclusive ou économie positive ou de la fonctionnalité, économie sociale ou solidaire, mais dans bien d'autres domaines, puissent dire nous participons de la même ambition. Voilà. Et le convivialisme, à la limite, c'est un mot, c'est un signifiant vide qui permet aux gens de se l'approprier, de dire ben voilà ce qu'on cherche. On cherche à répondre à ces problèmes de l'hubris, de la destruction d'un monde humain commun. Chacun le fait à sa manière, dans son domaine. Alors, juste un exemple, dans le secteur d'activité dans lequel le convivialisme est maintenant explicitement approprié, c'est le domaine du sport amateur. On a des grosses fédérations sportives, l'Association pour l'éducation par le sport, la FSGT, Fédération sportive et gymnique du travail, qui était liée à la CGT, qui organise des milliers de tournois amateurs en France. Tous ces regroupements se réclament du convivialisme. À la limite, définissent des chartes convivialistes pour réguler leurs pratiques sportives, en disant voilà ce qu'on essaie de faire sur le terrain, ça s'inspire de ces principes-là. Si on pouvait avoir à peu près la même chose dans tous les domaines, y compris dans le champ entrepreneurial, ce serait parfait. Est-ce que vous ne croyez pas quand même que la grande question est celle du relais que peuvent apporter les pouvoirs politiques d'une part et les pouvoirs médiatiques d'autre part? Bien sûr. Parce que finalement, on en parlait tout à l'heure, c'est extrêmement important. Nous sommes tous sous la domination de ces pouvoirs politiques et médiatiques. Alors comment faire pour que ces idées, même si on a des pratiques qui peuvent converger, permettent de transformer le pouvoir politique et le pouvoir médiatique? Vous avez tout à fait raison. Alors la solution qu'on est en train d'essayer de tester, c'est de créer à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, des cercles convivialistes réunissant des personnalités qu'on peut considérer comme des faiseurs d'opinion. Alors c'est un peu compliqué, ça pourrait paraître non démocratique de s'intéresser d'abord à des personnalités, même si bien sûr sur le site des convivialistes, il y a des milliers de personnes qui signent, qui manifestent leur adhésion au principe. Mais il faut absolument avoir des relais, et ça passera par la mobilisation d'universitaires mondialement connus ou nationalement connus, et de personnes représentatives dans tous les milieux, que ce soit le milieu de l'entreprise, pourquoi pas Danone si Danone veut s'y associer, ou dans les milieux de la justice, de l'armée, de la police, etc. C'est déjà le cas, mais ça doit être encore démultiplié. C'est déjà le cas, mais il faut multiplier ça par 10. Et là, je pense que si on réussit à faire ça et organiser des débats, pas seulement rhétoriques, mais qui essaient d'approfondir les sujets en affrontant les contradictions, là, on peut commencer à espérer avoir un relais auprès des médias et du coup un relais potentiellement auprès des politiques. À certains égards, alors on peut penser différentes choses des initiatives de Benoît Hamon, mais certains de ses conseillers les plus proches étaient passés par le convivialisme. Il y a des idées qui venaient de là. C'est-à-dire le fait même de mettre sur la table publique, on est d'accord ou pas d'accord, c'est une autre affaire, mais cette question de la fin du travail et la question du revenu minimum, du revenu universel, comme on l'a appelé depuis quelque temps, c'est déjà, à certains égards, un effet collatéral du convivialisme. Ça commence à percoler un petit peu. Quand vous dites, oui, vous nous avez entraînés à ne parler qu'avec l'entrée convivialiste, alors que vous avez vous-même plaidé pour une articulation de toutes ces entrées, économie inclusive, convivialisme, économie sociale et solidaire, etc. Est-ce qu'on ne va pas être tout le temps gêné par cela et au fond, une espèce de suspicion qui risque de frapper tous ceux qui parlent au nom d'une chapelle? Et bien sûr, c'est un risque, mais je dirais que ce n'est pas une chapelle. C'est même pas une église, encore moins une cathédrale, parce que le gros avantage qu'on a, c'est qu'on n'a strictement aucun moyen.
en aucun moyen. On a à peine une association parce qu'il faut bien... On n'est pas dans l'hubris. Voilà. Il y a vaguement un simulacre de bureau, mais tout le monde s'en fout complètement. Voilà. Et donc, le seul souci, c'est d'organiser des discussions. Voilà. Discussions et de clarifier 2-3 idées sur lesquelles on espère que d'autres personnes puissent se reconnaître. Et d'ailleurs, dans ces mouvements de la société civique où il y a des dizaines d'organisations, le mot est devenu est à peu près reconnu. C'est-à-dire, voilà, ça a l'air d'un combat un peu idiot, mais à certains égards, c'est ce qu'on fait avec le mot. C'est l'importance du signifiant. Mouvement anti-utilitariste en sens social. Moi, je suis très très sensible à l'importance des noms. Voilà. Convivialisme, on peut discuter. Beaucoup de gens ont dit au début, ça ne va pas du tout. Il y en a qui n'aimaient pas le con, d'autres qui n'aimaient pas le convivial, d'autres qui n'aimaient pas le isme. On parle de convivence. Ou de convivence. Moi, je plaide pour la convivence. Je sais que tu n'es pas d'accord, mais je préfère la convivence ou vivre ensemble. Convivence, c'est assez... Après chacun... Le mot français est moins tentant. Mais en tout cas, c'est moins banalisé. C'est moins banalisé. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un signifiant commun, un signifiant vide, auraient dit certains, partageable, sur lesquels les gens puissent mettre leurs espoirs, en quelque sorte, et leur désir de penser et d'agir. Merci Alain Caillé. Alors je voudrais rappeler que vos livres, Sortir du capitalisme, le scénario Gorce, parce que j'ai cru comprendre qu'en fait, derrière Monsieur de Foucault et derrière vous, la personnalité de Gorce compte beaucoup. Oui, c'est un livre que vous avez publié au bord de l'eau. L'idée même de richesse... Qui vient de ressortir, qui ressort ces jours même dans une édition totalement augmentée. Mais l'auteur, le responsable principal, c'est mon ami Christophe Fourel. Moi, je suis tout à fait annexe dans cette affaire-là. L'idée même de richesse, aux éditions de la Découverte, le manifeste du convivialisme, et puis votre livre sur le don. Lequel Anthropologie du don. Anthropologie du don, qui était quand même le livre fondamental. La révolution du don, oui, était plus récent. Oui. Voilà, merci à tous. Ainsi se termine notre réflexion sur l'économie inclusive pour tous.